Vous le savez, ça fait plus de 30 ans que je suis en politique. Je me suis engagée pour 2 raisons. Améliorer l'égalité des chances, faire du Québec un pays. J'y ai travaillé tous les jours de ma vie. Et c'est ce que je veux léguer à mes enfants, à mes petits-enfants. C'est ce que je veux laisser aux Québécois. Un pays bien à eux. Un pays. Pourquoi est-ce si important de faire l'indépendance du Québec? Nous allons diffuser toute l'information nécessaire, mais je vais avoir besoin de vous. Je vais avoir besoin de vous pour partager cette information par tous les moyens possibles. Chaque petit geste va compter. Si depuis 400 ans, nous vivons en français sur cette terre d'Amérique, c'est que nous avons fait preuve d'un courage, d'une résilience, d'une fierté hors du commun. Et c'est pas vrai qu'on va s'arrêter si près du but. Nous étions 40% en 1980, tout près de 50% en 1995. Et il ne fait aucun doute dans mon esprit que la prochaine fois sera la bonne. La souveraineté est là, à notre portée. La souveraineté, ça dépend de nous. Nous arrivons à ce qui commence. Le 4 septembre dernier, les Québécois ont donné au Parti québécois le mandat de gouverner. Mais ils ont donné également au parti d'opposition le pouvoir de nous replonger en élection à tout moment. On est minoritaire. Ça aurait pu nous empêcher d'avancer. Or, c'est tout le contraire qui s'est passé. Moi, je résume ça par un mot. Redressement. Redressement de l'éthique et de l'intégrité. Redressement des finances publiques. Redressement de l'identité québécoise. On a recommencé à dire qu'il faut protéger notre langue française, qu'il faut affirmer les valeurs québécoises, et on va le faire de plus en plus. Redressement de l'économie également, avec la Banque de développement économique, puis le nouveau régime de redevance minière, et tous les investissements privés et les emplois que ça va nous apporter. Bref, on est en train de redresser le Québec, parce qu'on veut redonner confiance aux Québécois. On veut leur montrer qu'il y a moyen de faire de la politique honnête, de la politique pour le bien commun. Puis si les Québécois recommencent à croire en la politique, en ceux et celles qui font de la politique, ils vont avoir le goût de croire à nouveau dans les grands projets politiques, dont celui de l'indépendance nationale. Quand on redresse le Québec sur le plan des finances, sur le plan de l'identité, sur le plan de l'intégrité, sur le plan économique, on coule le solage de l'indépendance. On est en train de jeter les fondations sur lesquelles on va pouvoir faire un choix, éventuellement, de se reposer la question de notre avenir national. Sauf que pour pouvoir faire ça, il va falloir être majoritaire. Il va falloir gagner la prochaine élection avec une majorité pour qu'on ait justement les coups des franches, de pouvoir se poser la question nationale. Et c'est là qu'on a besoin de vous. On a un nouveau système de financement des partis politiques qui limite à 100 $ les dons. Alors ça nous prend des 100 pièces maintenant. Il faut mettre de côté l'argent qui va nous permettre de gagner la prochaine élection. Alors, si ce n'est pas 100 pièces, ce sera 50, ce sera 20, ce sera 10, mais on a besoin de vous. Alors, vous allez sur pq.org, vous cliquez sur l'onglet « Faites un don », puis vous faites votre part. Je veux juste vous communiquer pourquoi j'ai adhéré au Parti québécois dans les années 70, puis que je me suis présenté candidat en 76. Et en 76, quand j'ai décidé de plonger, c'était pour venir avec d'autres, comme gouvernement, démontrer qu'on pouvait être une étoile de bon gouvernement au Québec, mais ça ne sera jamais suffisant pour accomplir le Québec dans sa totalité, dans son entièreté, et je me suis mis à faire des conférences fédérales provinciales. Je sais d'avance qu'à chaque fois que je vais y aller, on va discuter, ça va être intéressant, mais on va revenir exactement à la même place qu'avant que j'y aille. Quand on arrive à la conviction qu'on est une nation complète, il n'y a pas plus légitime de vouloir que cette nation-là puisse se gouverner par elle-même dans sa totalité. Est-ce qu'on aurait des échanges avec les autres pays? Bien sûr. Mais là, on serait d'égal à égal. Un pays normal, qui s'assume pleinement,
qui fait toutes ses affaires lui-même. Et les vrais défis, c'est que le Québec, qui de toute façon est partout dans le monde, pourquoi que si on est partout dans le monde, on ne serait pas avec le monde qui a un statut d'un gouvernement complet, total, qui assume pleinement sa réalité, ses priorités? Ça, c'est de la fierté. Puis c'est de la modernité. Donc, je m'adresse aux jeunes. Les jeunes, ils disent, c'est pas... Non! Ce qui est à la mode aujourd'hui, c'est de vibrer aux réalités du monde. Mais comme pays complet, comme pays qui se responsabilise, qui s'assume, qui prend des décisions, puis a la fierté de s'expatrier partout dans le monde parce qu'il y a des choses à montrer. En 95, on sentait qu'on avait des chances. Ceux qui ne s'en rappellent pas, là, c'était 50-50. Enlever le trichage, là, puis les erreurs, puis tout ça, là, puis des gens qu'on a qualifiés qui n'auraient pas dû voter. Puis moi, je dis pas ça pour me faire plaisir. C'est des réalités historiques. Donc, est-ce qu'il est abusif quand on passe proche d'avoir un résultat qu'on souhaite et qu'il y a des conditions qui ont altéré le résultat, de dire on a le droit de garder la réalité de notre objectif? C'est pas farfelu de dire, oui, mais il y en a eu 2 références. C'est pas vrai. Il y a eu 2 consultations, mais il faut y nuancer. La première, en 80, c'est ça te tente-tu de regarder ça? Si tu réponds oui, on va regarder ça. Ça, c'est compliqué, là, donc ça réglait pas grand-chose. Ça, c'est 80. Je me rappelle très bien, 20 mai 80. En 95, c'était une autre affaire. En 95, là, je vous l'ai dit, c'est sérieux. Il y a des commissions régionales partout. Et si on décide de se faire confiance, si on se répond à nous-mêmes, oui, on s'assume, bien, c'est réglé. Pas en sauvage, c'est réglé parce qu'on prend une période de transition. On parle avec le voisin, puis on dit « le peuple m'a reconnu pour m'assumer pleinement ». Comment on arrange ça? Parce qu'il faut arranger ça, on ne vit pas sur une île déserte. Et c'est ce qui serait passé si on s'était fait confiance pleinement. On l'a raté par toutes sortes d'éléments conjoncturels. Donc, moi, le lendemain du non, j'ai dit on poursuit parce que l'objectif est le même. Est-ce que le Québec est tellement différent qu'il mérite d'être une nation complète avec ses instruments politiques complets? La réponse, c'est oui. C'est encore la même réponse à la même question, c'est oui. Nous pouvons parler avec fierté des succès à l'étranger de nos artistes comme le Cirque du Soleil, Céline Dion, François Girard, Simple Plan, Denis Arcand, Robert Lepage, la firme Moment Factory ou de Leonard Cohen. Ils sont réels, ces succès, et reconnus. Et nous pouvons dire sans embâge que la culture est l'une de nos plus grandes richesse naturelle. Une nation pleinement souveraine s'ancre mieux dans sa culture et y trouve ensuite un immense potentiel pour son développement international. Le Québec dispose, certes, d'un éventail de moyens d'intervention, mais il ne possède pas encore l'ensemble des leviers qui lui permettent d'être véritablement maître d'œuvre de sa propre culture. Le rapatriement des budgets fédéraux en culture, une revendication historique en lien avec sa spécificité culturelle, assurait ainsi aux organismes culturels un guichet unique et surtout la cohérence de l'action gouvernementale en création, en production et en diffusion. Au rythme du désengagement du fédéral en culture, aussi bien rapatrier en toute logique l'ensemble des programmes existants et leur budget et en réduire les inutiles chevauchements, dédoublements ou incohérences, une situation qui entraîne de l'inefficacité et de la confusion. Le formidable dynamisme de la culture québécoise et le rayonnement de ses artistes, organisations et entreprises culturelles à l'étranger ne sont plus à démontrer. Encore faut-il avoir en main tous les outils pour relever les nouveaux défis inhérents à la mise en œuvre des créations québécoises à l'étranger.
projet de loi 14, somme toute, c'est consacrer le droit de vivre et travailler en français, parce que c'est normal de vivre et travailler en français, que c'est un droit tellement important que oui, il y a le projet de loi 14, mais il y a une modification à la Charte des droits de la personne qui va faire en sorte que ça va être un droit maintenant connu et reconnu. Alors, c'est pour moi ce qui est le plus important et ça va se déployer dans le projet de loi 14 de différentes façons, en fait, dans toutes les facettes de notre vie en société. Après des années de scandales, les Québécois veulent que leur gouvernement ramène de l'intégrité au Québec. Puis c'est ça qu'on fait depuis qu'on a été élu en septembre dernier. On ne peut pas en dire autant des libéraux. Avec l'arrivée de leur nouveau chef, là, ils se sont trouvés une cause à défendre. Les primes pour les députés démissionnaires. Que les libéraux soient contre le projet de loi 33 du Parti québécois, ça c'est une chose. Mais qu'ils en soient rendus à en faire leur principal cheval de bataille, ça n'a pas de bon sens. Nous, on dit au Parti québécois, tu te présentes aux élections, tu signes un contrat pour 4 ans. Tu signes un contrat avec tes électeurs. Puis si jamais tu quittes avant la fin de ton mandat, tu ne devrais pas recevoir de prime. Tu as démissionné, tu n'as pas complété ton mandat de 4 ans, tu as obligé la tenue d'une élection complémentaire qui va coûter au moins 500 000 $, tu ne devrais pas être récompensé pour ça. Ça, c'est la position de principe qu'on défend avec le projet de loi 33. Pour les libéraux, c'est le contraire. Il faut permettre à un député de quitter en cours de mandat, puis en plus, il faut lui donner une prime. C'est ça qu'ils défendent présentement à l'Assemblée nationale. C'est devenu la principale cause pour laquelle ils se battent au Parlement. Il y avait seulement 13 députés libéraux qui étaient intervenus sur le budget. Ils sont rendus maintenant à 23 députés libéraux qui se lèvent en chambre les uns après les autres pour défendre les récompenses aux députés démissionnaires. C'est de loin le sujet qui leur tient le plus à cœur. Au Parti québécois, ce qui nous tient à cœur, c'est l'intégrité, c'est la solidarité, c'est l'économie, la création d'emplois, la création de richesses, et c'est l'identité, la défense de nos droits, de nos valeurs, de nos intérêts. C'est l'indépendance. Au Parti libéral, c'est les primes aux députés démissionnaires. Ben, coudonc, faut croire qu'on n'a pas tous les mêmes priorités. Au cours de ma carrière, j'ai bien sûr pratiqué la gériatrie, vu des patients. J'ai aussi formé des intervenants, j'ai essayé d'innover, c'est-à-dire de trouver de nouvelles façons de donner des services. Je me suis aperçu qu'il y avait un blocage au niveau de l'adoption de politique, au niveau de la transformation du Québec pour répondre au vieillissement de la population. Et c'est cette frustration-là de ne pas être capable de transformer les politiques publiques qui m'amène à m'impliquer au niveau des politiques publiques, c'est-à-dire à m'impliquer moi-même au niveau de la politique. Moi, j'étais en médecine de famille parce que la médecine de famille, pour moi, c'était une médecine globale. C'était une médecine où on prenait non seulement en compte le patient, mais aussi sa famille, son environnement social. Et comme on entendait très peu parler de la gériatrie à l'époque, dans les années 80, bien, ça m'a intéressé. Bien, pour moi, le vieillissement, d'abord, c'est pas une maladie. Le vieillissement, c'est une étape de la vie avec ses exigences, avec ses contraintes aussi, avec ses avantages, l'avantage d'avoir déjà vécu, d'avoir accumulé un bagage d'expérience, avec des contraintes liées souvent à l'apparition de maladies chroniques, avec le lot d'invalidité qui accompagne ces maladies-là, mais avec également une tâche de transmettre aux jeunes générations un bagage d'expertise et d'expérience. Et les sociétés qui ont été vraiment capables de faire face à leur vieillissement au niveau populationnel sont les sociétés qui se sont adaptées à l'avance, qui ont pris des moyens
pour être capable de mieux intégrer les personnes âgées dans la société, dans la cité, et d'adapter, de transformer leur système de santé, leur système de solidarité sociale pour être capable de s'adapter au vieillissement de la population. Quand je suis arrivé en poste, j'ai tout de suite réalisé que les préoccupations que j'ai, la vision que j'ai, elle est partagée. Elle est partagée par beaucoup d'acteurs dans le réseau de la santé et des services sociaux, par beaucoup de décideurs dans le réseau de la santé, beaucoup de gestionnaires. Et c'est là qu'on voit que la volonté politique, c'est un élément important et c'est l'élément qui manquait à mon avis. Et juste d'avoir la volonté politique, ça mobilise les acteurs du réseau de la santé et des services sociaux autour d'une nouvelle vision du Québec de demain, un Québec où les personnes âgées seraient, un, mieux intégrées et deux, où les services qu'on leur prodigue soient mieux adaptés. De sentir une réponse chez les principaux acteurs du réseau, ça me stimule et ça alimente ma passion, mon engagement et je pense que c'est de bon augure pour ce qui s'en vient. On estime que le vieillissement de la population va être le facteur le plus important de croissance des dépenses de santé et de services sociaux. On estime qu'on va tripler jusqu'en 2050 la proportion du produit intérieur brut, la proportion de la richesse collective qui est consacrée aux soins à long terme des personnes âgées. Ce qu'on sait, c'est que si on est capable de faire un virage vers les soins à domicile, bien, au lieu de tripler, on va juste doubler l'impact en 2050. Et ça, ça veut dire qu'on peut sauver jusqu'à 1 du produit intérieur brut, 3 milliards de dollars que n'auront pas à payer nos enfants, nos petits-enfants pour notre propre perte d'autonomie. Alors ça, c'est important de pouvoir faire des actions maintenant dans un souci d'équité intergénérationnelle. Actuellement, plus de 80% du budget des soins à long terme au Québec est consacré à l'hébergement en institution. Ça, c'est la plus importante proportion dans les pays industrialisés. Dans des pays, par exemple, comme la France, bien, seulement 60% sont consacrés à l'hébergement, 40% au maintien à domicile. Puis le Danemark, bien, c'est 73% à domicile et 27% en hébergement. C'est complètement la situation inverse du Québec. Alors, il faut absolument opérer ce virage-là pour qu'on fasse en sorte de ne pas utiliser à outrance l'hébergement en institution. Il y aura toujours des gens qui vont nécessiter ce type d'environnement institutionnel, mais il y a actuellement une grande proportion des gens qui sont en centre d'hébergement qui ne devraient pas être là et qui se retrouvent en centre d'hébergement faute de soins à domicile, faute de ressources intermédiaires, de d'autres milieux de vie beaucoup plus conviviaux que le centre d'hébergement. Il faut qu'il y ait une autre réponse, une réponse à domicile qui fasse en sorte qu'on réserve l'hébergement pour les gens qui en ont vraiment besoin, ce qui va libérer la pression sur l'hébergement, faire en sorte que les milliers de personnes âgées qui chaque jour attendent dans un lit d'hôpital une place en hébergement, bien, que ces personnes-là, en fait, soient à domicile, soit dans des ressources intermédiaires et qu'on puisse utiliser ces lits-là, justement, pour opérer plus de patients, pour faire en sorte que des personnes à l'urgence puissent être hospitalisées plus rapidement. C'est ça le défi. C'est de faire en sorte de développer à la fois les soins de première ligne, la prévention et les soins à domicile pour libérer l'hôpital et faire jouer à l'hôpital son vrai rôle. Alors, la façon de faire ça, c'est vraiment d'implanter des soins à domicile en quantité suffisante, mais il faut aussi changer la façon de financer les soins aux personnes âgées en perte d'autonomie, les soins aux personnes en perte d'autonomie, peu importe l'âge en fait, et par l'implantation d'une assurance autonomie qui va permettre de redonner aux personnes en perte d'autonomie ou aux personnes en quête d'autonomie un vrai choix par rapport à leur lieu de résidence, un vrai choix par rapport au type de prestataire qu'ils veulent pour recevoir des services.
Quand on a de l'ambition pour le Québec, et si on veut se donner les moyens de nos ambitions, moi je crois qu'on a la responsabilité de remettre nos finances en ordre. Quand on veut que le Québec soit libre, on s'arrange pour qu'il ne soit pas dépendant des marchés financiers. D'ailleurs, actuellement, j'entends Québec solidaire nous accuser de tous les maux. On va leur poser quelques questions. Est-ce que Québec solidaire nous reproche d'avoir annulé la hausse des frais de scolarité et d'avoir aboli la loi 78? Est-ce qu'on nous reproche d'avoir permis le vote sur les campus avec la loi 13? Est-ce qu'on... Ouais, on l'a eu! Est-ce qu'on nous reproche d'avoir augmenté les impôts de ceux qui gagnent plus de 100 000 $ pour soulager les familles les moins riches de la classe moyenne? Est-ce que c'est ça qu'on nous reproche? Est-ce qu'on nous reproche d'avoir augmenté de 211 millions de dollars les impôts des banques pour rétablir plus de justice sociale? Est-ce qu'on nous reproche d'avoir sorti le Québec du nucléaire, de l'amiante, d'avoir mis fin au programme des mini-centrales, d'aller chercher plus d'argent auprès des compagnies minières? Est-ce qu'on nous reproche d'investir dans l'énergie éolienne, une forme d'énergie propre qui procure des centaines d'emplois dans nos régions? Est-ce qu'on nous reproche d'avoir investi plus de 100 millions de dollars dans les soins à domicile? Est-ce qu'on nous reproche le dépôt d'un projet de loi sur l'économie sociale ou de créer des milliers de places en service de garde? Est-ce qu'on nous reproche la maternelle à 4 ans pour les enfants des milieux défavorisés? Est-ce qu'on nous reproche d'avoir rebâti en 8 mois un Québec plus solidaire, plus juste? Savez-vous, on a de quoi d'être très fiers de nous et de ce qu'on a accompli.